Parce que le progrès technologique leur ouvre un vaste domaine d'investigation, les scientifiques sont en train de réécrire l'histoire du règne animal. Une révolution est en marche qui va transformer notre compréhension de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. L'étude des héros méconnus de la nature, des créatures qui dépassent notre imagination, révèle les racines profondes de nos propres origines. Le domaine est immense. Nous sommes repartis à la recherche de nos origines. C'est l'histoire de la vie animale depuis son émergence. Une histoire complexe et mystérieuse dont les scientifiques tentent de percer les secrets. La réponse à ces questions fondamentales que nous nous posons à propos des origines de la vie. D'où venons-nous? Y a-t-il eu un premier spécimen dont nous serions tous issus? Je suis obsédé par la recherche de nos origines. D'où proviennent les organismes qui ont engendré la complexité animale? Un premier groupe d'animaux a été identifié. Il s'agit de créatures mystérieuses dont les descendants existent encore à notre époque. Elles paraissent si étranges, si anciennes et si différentes de tout ce que l'on peut observer. Elles sont vraiment magnifiques. Nous allons vous emmener à la recherche de l'animal originel, de l'ancêtre primitif, le responsable de la fabrique de la vie. Le biologiste Rudy Raff n'a pas tout à fait l'allure d'un révolutionnaire. Mais son travail scientifique est fondamental pour la compréhension d'une conception nouvelle de l'émergence du monde animal sur Terre. Il y a 50 ans, nous pensions avoir percé tous les mystères de l'évolution animale et des rapports entre les différentes espèces. Mais nous voilà repartis à zéro. La génétique et la paléontologie ont fait table rase de nos certitudes. Nous sommes à nouveau à la recherche de nos origines. Raff et ses collègues s'attaquent aux mystères qui déconcertent les scientifiques depuis des siècles. Les questions qu'ils soulèvent sont aussi profondes qu'effrayantes. Comment la vie sur Terre s'est-elle diversifiée jusqu'à créer des millions d'espèces? Pourquoi les animaux ont-ils cette apparence? Et qu'est-ce que leurs formes nous apprennent de leur histoire? En quoi la lutte pour la survie a-t-elle contribué à façonner la vie et quels enseignements tirer de l'observation des rescapés? Enfin, comment les humains sont-ils nés de ce schéma complexe à l'origine de la vie sur Terre? Nous sommes à un stade où les recherches en biologie évolutive sont fascinantes. Il existe 3 disciplines que les récentes découvertes ont fait progresser. La synthèse des connaissances acquises permet désormais d'établir une histoire très complète de ce qui s'est passé. La première de ces disciplines est la paléontologie, dont les progrès récents ont permis aux scientifiques de résoudre un grand nombre d'énigmes au sujet des espèces disparues. Les scientifiques sont également en train de déchiffrer le code génétique des animaux, code responsable des formes que nous leur connaissons aujourd'hui. Il nous est enfin possible de mettre en parallèle les séquences d'ADN avec l'anatomie, afin d'établir un arbre généalogique rigoureux du monde animal. Depuis les 20 dernières années, nous disposons des outils issus de la génétique, de la biologie moléculaire, du travail sur l'ADN,
de l'embryologie et de la paléontologie. Toutes ces différentes disciplines se chevauchent et les chercheurs qui jusque-là ne communiquaient pas entre eux se mettent à collaborer. Les scientifiques percent les mystères du passé, siècle par siècle, couche par couche. Leurs recherches les conduisent aux quatre coins du monde, où ils découvrent des indices dans des lieux parfois étranges, parfois familiers. L'enquête qu'ils mènent, l'histoire qu'ils écrivent est émaillée d'imprévisibles retournements de situation. C'est un voyage à travers le temps. Une aventure au cœur de l'histoire naturelle, remplie de personnages anonymes et de héros méconnus. Il ne s'agit pas là d'une créature ancienne et sans intérêt. Nous avons affaire à un rescapé qui a survécu pour de bonnes raisons. On ne traverse pas 500 millions d'années si on est mal adapté. Comprendre ce qui est à découvrir consiste à regarder la vie telle qu'elle n'a encore jamais été dévoilée, dans toute son horreur et toute sa beauté. Des créatures les plus délicates aux plus complexes, nous allons rencontrer des animaux fantastiques qui semblent tout droit sortis d'un monde irréel. Nous allons côtoyer le monstrueux, le mystérieux, et le merveilleux. Mais notre épopée débute par une simple question. Y a-t-il eu un animal à l'origine de cette immense diversité? Les scientifiques commencent enfin à reconstituer ce puzzle ancestral. La quête démarre en Indonésie. Ce pays constitué de 17 000 îles verdoyantes, s'étirant comme un chapelet de joyaux entre Pacifique et océan Indien. Cette nation abrite plus de 200 millions d'habitants aux diverses origines ethniques. Mais elle recèle aussi une vie d'une incroyable diversité. Il existe ici une plus grande variété de créatures que dans n'importe quelle autre région du globe. La forêt tropicale a recouvert les flancs des volcans surgis du fond des océans. Le résultat est une lande qui a engendré une multitude d'espèces, des plus petits primates connus sur Terre, jusqu'à certains des plus grands singes. Ce kaléidoscope vivant attire les scientifiques, notamment ceux qui tentent d'élaborer un classement de l'évolution de la vie animale. Parmi ces chercheurs, Cristina Diaz, une biologiste d'origine espagnole. Ce ne sont pas les forêts luxuriantes qui l'ont attirée sur l'île de Sulawesi, mais plutôt la diversité de la communauté sous-marine qui prospère dans ces eaux. Pour la biologiste que je suis, venir à Sulawesi représente le rêve absolu. Cet endroit est parmi les plus riches de la planète en termes de biodiversité. Du coup, ma présence ici me donne vraiment le sentiment d'être privilégiée. Sous la paisible surface des eaux de Sulawesi, un monde grouille. La visite des lieux doit être brève. Mais la variété de la vie animale est spectaculaire. Ici, on pénètre dans un autre monde.
J'éprouve un tel sentiment de bonheur et d'appartenance à un vaste ensemble de choses. C'est un univers de couleurs et de sons très difficile à décrire. Il y règne comme un silence ponctué de petits craquements et rempli de vie. Ce paysage florissant abrite des créatures aussi familières qu'étranges et déconcertantes. Là où d'autres ne verraient qu'un collage de formes colorées, Cristina Diaz distingue des motifs ordonnés. Je suis une taxinomiste. La taxinomie est une science qui consiste à classifier l'incroyable diversité de la vie qui nous entoure. Cristina Diaz fait partie d'une longue lignée de scientifiques et de philosophes résolus à trouver une logique et une organisation à la vie afin de lui donner un sens. Ce désir de classer les espèces est presque aussi ancien que la science elle-même. Aristote a sans doute été le premier à établir un système de codification pour classer les animaux d'après leurs similitudes morphologiques. Vers la moitié du XVIIe siècle, le botaniste suédois Linné a mis au point une méthode permettant d'attribuer un nom à chaque organisme. On lui doit l'introduction de la notion de genre et d'espèce. Selon lui, l'organisme animal est une création parfaite et immuable. Un siècle plus tard, Charles Darwin secoue le monde. Sa théorie soutient que les espèces évoluent avec le temps. Qui plus est, elle implique que tous les animaux descendent probablement d'un seul et unique ancêtre commun. Darwin était convaincu que si nous étions en mesure de remonter des millions d'années en arrière, il nous serait possible d'assister à la naissance du premier animal sur Terre. Au début, la Terre était dépourvue de toute créature vivante. Puis, il y a environ 3,5 milliards d'années, quelque chose de nouveau est apparu. La vie. Pendant près de 2,5 milliards d'années, des organismes unicellulaires ont dominé la Terre. De minuscules créatures enveloppées dans une membrane fragile. Ces êtres vivaient, émettaient des pulsations, mais ce n'étaient pas des animaux. Par un processus que nous ignorons, les cellules ont développé un langage leur permettant de fonctionner à l'unisson. C'est à partir de ce moment critique que la vie sur Terre a pris un tournant décisif. Le premier animal venait de prendre forme. Mais quelle était cette créature ? Le premier animal était certainement une créature très élémentaire. Il n'avait probablement pas de tête, ni de cerveau, ni de gueule, ni le moindre organe interne, et devait être invertébré. C'était sans doute un organisme composé de plusieurs cellules animales, et ces cellules devaient coopérer entre elles afin d'assurer le bien-être général de l'animal. Aussi étonnant que cela puisse paraître, de telles créatures existent toujours dans ces eaux. Voilà pourquoi Cristina Diaz s'est rendue en Indonésie. Sur cette île, Hans Batuna est une légende vivante. Ce médecin retraité est considéré ici comme le grand-père de la plongée sous-marine au nord de Sulawesi. Selon lui, Cristina doit se rendre au pied du volcan Manado Tua. Dans ce secteur, il existe un récif qui s'enfonce dans la mer, à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Là, elle va trouver ce qu'elle cherche.
Depuis que Darwin a élaboré sa théorie de l'évolution, des scientifiques tentent d'élucider les énigmes de l'origine animale. Aujourd'hui, Christina semble avoir trouvé une créature qui nous relie dans la nuit des temps aux premiers animaux du monde. Il s'agit d'une créature à l'apparence étrange. Un être dépourvu de système nerveux, de muscles, de membres et de cerveau. Son corps se définit par un assemblage diffus de cellules. Il s'agit de l'éponge, un organisme très ancien. Chaque fois que je rencontre une éponge, je suis captivée. Je pourrais rester des heures à l'observer. Les éponges sont si étranges, si anciennes et si différentes de tout ce que l'on peut voir au fond de l'océan. Elles représentent une forme de vie si primitive et à la fois si présente. Je suis fascinée à chaque fois. Je les trouve magnifiques, originales et si mystérieuses. Ce qui les rend attirantes, c'est qu'elles renferment tant de secrets que nous devons découvrir. Je suis convaincue que certains de ces secrets sont d'une importance capitale. Les éponges ne révèlent pas facilement leurs secrets. Leur apparente simplicité les rend aussi provocantes que déconcertantes. Vues de loin, elles paraissent solides. Mais leur observation rapprochée révèle un labyrinthe composé de petits trous, de galeries et de ventricules. Les éponges n'ont pas de forme distincte, à la différence de beaucoup d'autres espèces animales. Elles sont aussi variées que leurs nombreux habitats. Les scientifiques ont répertorié plus de 9000 espèces différentes d'éponges. Ces organismes prospèrent aussi bien dans les eaux salées qu'en eau douce. Les éponges surgissent dans des environnements aussi divers qu'inattendus, des eaux glaciales des pôles aux mers chaudes des tropiques. Christina considère que l'éponge est un animal vivant. Mais pendant des siècles, les scientifiques ont débattu de la question. Aujourd'hui encore, il est difficile d'admettre que cet organisme, pour le moins étrange, puisse être un animal. Les animaux sont mobiles. Ils se nourrissent. Ils se reproduisent et sont attachés à leur progéniture. Ils défendent leur territoire avec acharnement. L'éponge, elle, paraît bien loin de tout ça. Si c'est bien un animal, elle cache bien sa vraie nature. Hi. Pour l'aider à révéler les mystères des éponges, Christina fait équipe avec Mark Erdman, un biologiste. Hi there, Christina. Hi. Welcome to Bunaken. Thank you. Mark Erdman a consacré plusieurs années à l'étude de l'environnement marin en Indonésie. Il connaît ces eaux et les récifs qu'elles abritent. Aujourd'hui, Christina veut explorer un tombant qui s'enfonce à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ensemble, ils vont longer la falaise à la recherche d'éponges qui ne vivent qu'à cet endroit. Il y a pas mal d'éponges intéressantes le long de la falaise. Il y a tellement d'espèces non répertoriées dans ce secteur.
Les échantillons qu'ils vont prélever vont permettre d'étudier un monde fascinant, celui de l'infiniment petit où les éponges vont se révéler plus dynamiques. Les cellules des éponges sont uniques dans le royaume animal. Mais pour être en mesure d'étudier leurs capacités miraculeuses, Mark et Christina doivent prélever les échantillons vivants qu'ils ramèneront au laboratoire. Nous avons besoin d'éponges pour nos expériences en laboratoire. C'est pourquoi nous prélevons des échantillons en coupant des morceaux de spécimens pour les analyser. Il s'agit de créatures dépourvues de système nerveux, c'est donc une opération indolore. Avec le temps, la partie que nous avons coupée repoussera comme si de rien n'était. Tous les animaux dépendent des relations qui existent entre les cellules qui les constituent. Mais Christina et d'autres chercheurs ont démontré que les cellules de l'éponge ont une manière unique de fonctionner. En faire la démonstration est un moment exceptionnel. À la différence de la plupart de nos cellules, celles de l'éponge ont un certain degré de liberté. Après plusieurs heures, elles se regroupent et fabriquent une multitude de nouvelles éponges. Aucun autre animal ou végétal n'est capable d'une telle résurrection. Même si l'éponge se distingue clairement des autres animaux, elle partage certaines caractéristiques avec le reste de la vie animale. Ces cellules sont maintenues en partie par une protéine appelée collagène et dont disposent tous les animaux de la planète. Le collagène est la protéine qui est la plus abondante dans le monde animal. Elle constitue un système de soutien pour le corps de l'éponge, soit sous la forme de petites fibres qui relient les cellules entre elles, comme c'est le cas pour toutes les éponges, soit sous une forme plus résistante et corpulente, qui lui confère le support et la rigidité nécessaires lorsqu'elle éprouve le besoin de développer sa taille. Pour la plupart des gens, la place d'une éponge est dans une baignoire. Lorsque vous tenez une éponge de bain dans la main, vous avez en réalité un squelette souple composé de collagène. Mais à la différence de celles destinées au bain, de nombreuses éponges ont un aspect rugueux. En plus du collagène dont elles disposent, elles renferment des millions de fragiles spicules cristallins imbriqués dans le corps de l'éponge. Les spicules sont des structures microscopiques qui donnent à l'éponge sa forme et sa rigidité. Les spicules sont un outil très précieux qui nous permet de distinguer la plupart des éponges qui vivent dans les océans. Il nous est possible d'identifier une espèce ou un groupe d'éponges par le genre ou par la taille des spicules, mais également par la façon dont ceux-ci sont organisés à l'intérieur du corps de l'éponge. Pour la plupart des éponges, les spicules cristallins correspondent à des empreintes digitales. Sous le microscope, ils livrent un éblouissant déploiement de formes et de tailles aussi merveilleuses que mystérieuses. Si l'éponge est un animal, elle doit se nourrir pour survivre. Elle ne semble pourtant pas disposer de gueule. Alors comment fait-elle? L'éponge est une fantastique pompe qui requiert une incroyable coordination de ses cellules pour fonctionner. C'est une machine filtrante vivante. Elle se nourrit en aspirant de l'eau dont elle filtre les éléments nutritifs.
Ces créatures à l'apparence inerte travaillent dur afin de pouvoir se nourrir. Imaginez que pour récolter environ 30 grammes de nourriture, une éponge doit aspirer près d'une tonne d'eau à travers son corps. Pouvez-vous imaginer devoir ingurgiter une tonne de liquide pour que votre corps récupère l'équivalent de 30 grammes de nourriture? Christina étudie les éponges depuis des dizaines d'années et pourtant, elle ne les a jamais vues se nourrir dans leur environnement. À ce jour, peu de personnes ont eu ce privilège. Afin d'observer ce qui est invisible, Christina injecte un colorant inoffensif dans l'eau à proximité du corps d'une éponge. Pour déterminer à quelle allure l'eau est absorbée par le corps de l'éponge, il suffit d'injecter un liquide coloré et de mesurer la vitesse à laquelle l'eau est aspirée. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je mène une telle expérience. Il y a des années que je rêvais de saisir une telle opportunité. Je suis ravie qu'elle se présente enfin. Lorsque j'ai vu le liquide teinté s'échapper de l'éponge, à peine 2 secondes après l'avoir injecté, je n'en ai pas cru mes yeux. Ce flux d'eau puissant et continu qui se répandait sans interruption du corps de l'éponge était une démonstration éloquente de l'existence d'une dynamique chez cet organisme. C'est une expérience incroyable à vivre. Ces exhalations impressionnantes sont la preuve que l'éponge pompe activement. Dépourvue de gueule, elle aspire l'eau directement à travers les parois spongieuses de son corps. Parois qui sont criblées de millions de ventricules et de canaux minuscules. Comment fait-elle? Quels secrets se cachent à l'intérieur de cette bête mystérieuse? Le meilleur moyen d'en savoir plus est de pénétrer au cœur même de l'éponge en passant à travers un de ses nombreux portails. Dérivant au milieu d'une multitude d'organismes unicellulaires, nous ressentons l'attraction d'un courant. Au sein de ce monde étonnant, les cellules de cette éponge travaillent pour l'intérêt commun, chacune dans son domaine. Tandis que le courant nous emporte, nous croisons des cellules qui fabriquent de nouveaux spicules. Les parois elles-mêmes sont traîtresses. À elles seules, elles peuvent engloutir leur proie. Nous poursuivons notre course à travers des passages de plus en plus exigus. Le courant faiblit avant de nous propulser dans un des millions de cœurs minuscules que compte l'éponge. Ce sont les choanocytes, des cellules dont les tentacules en forme de fouet alimentent la pompe. Le courant s'accélère à nouveau et nous emporte cette fois à travers un dédale de canaux qui débouche dans la cavité centrale de l'éponge. Cet organisme, qui nous paraissait inerte, est en fait un animal vivant, plus complexe que nous ne pouvions l'imaginer. En pompant, l'éponge fait plus que simplement se nourrir. Sa vie sexuelle dépend aussi de cette activité.
Il y a environ 500 millions d'années, ces animaux étaient les tout premiers à avoir une reproduction à caractère sexué. Les premiers à combiner le sperme et les œufs pour engendrer leur progéniture. Abandonnée à la dérive, une partie du sperme aura peut-être la chance de pénétrer une autre éponge de la même espèce. Si tout se passe bien, la semence ira féconder les œufs. Notre visite au cœur de l'éponge nous a révélé une créature surprenante. Pour son alimentation comme pour son mode de reproduction, elle démontre un comportement élaboré. Bien plus qu'une simple agglomération cellulaire, l'éponge est un animal vivant et parfaitement développé. Malgré leur aspect primitif, ces organismes continuent à se développer au sein de la diversité planétaire. Les éponges jouent d'ailleurs un rôle prépondérant dans la vie de nombreuses créatures. Depuis leur apparition, elles ont développé une multitude d'étranges relations symbiotiques. Ces concombres de mer de quelques centimètres de long bénéficient du pompage effectué par les éponges. Profitant de l'inertie de ces dernières, les concombres se servent de leurs tentacules pour accrocher les grosses particules alimentaires que l'éponge ne peut absorber. C'est un festin, et c'est l'éponge qui régale. Sur les récifs surpeuplés d'Indonésie, les éponges servent de sanctuaire à un grand nombre de créatures des plus variées. De petits poissons se cachent dans leurs parois ou se perchent mystérieusement sur leurs tourelles. En échange d'une enclave protégée, certaines créatures sont disposées à abandonner leur liberté définitivement. Ce petit spécimen est une éponge à crevettes. En grandissant, elle entrelace ses spicules cristallins qui abritent parfois un couple de crevettes. Là, les petits crustacés s'accouplent et croissent. Et s'ils deviennent trop grands pour en sortir, ce nid d'amour vitré sera leur seule et unique demeure. Sans le savoir, les éponges offrent un large éventail de protection à différentes espèces. Ce crabe sectionne un morceau d'éponge avant de s'en servir comme d'un chapeau. Puisque la majorité des éponges ne sont pas comestibles, le crabe en profite pour s'y camoufler. Mais toutes les éponges ne sont pas aussi accueillantes. L'Abestopluma est une espèce qui tue. Ses spicules filandreux sont recouverts de petits crochets. Ceux-ci sont des armes idéales pour saisir d'innocentes larves de crabes. Des cellules prévues à cet effet suintent hors du corps spongieux, se déploient autour de la proie et la digèrent vivante. Avec ces cellules qui entrent et sortent de son corps, cette éponge ressemble à une créature de science-fiction. Elle n'est pas vraiment le genre de candidat à qui on voudrait décerner le titre de premier animal de la création. Quoi qu'il en soit, les éponges sont anciennes. Si anciennes que les scientifiques se sont souvent demandé si elles étaient vraiment nos ancêtres. Ces créatures primitives, si différentes des autres formes de vie, ont-elles pu engendrer toutes les autres espèces, y compris l'homme ? Mitchell Soggin fait partie de ces chercheurs qui ont consacré leur existence à éclaircir les mystères.
Je suis obsédé par la recherche de nos origines. Bien entendu, je ne cherche pas à savoir qui sont nos parents, ni même nos grands-parents, mais plutôt d'où proviennent les organismes qui ont engendré la complexité animale, celle de l'être humain ou d'autres espèces. Chercheur spécialisé dans la biologie de l'évolution, Mitchell Soggin travaille au laboratoire de biologie marine de Woods Hole, à Cape Cod, dans le Massachusetts. C'est là qu'il tente de trouver des réponses aux questions qu'il se pose. Dans cet environnement scientifique, Soggin a rapidement bénéficié des avancées prometteuses dans les domaines de la génétique et de l'informatique. Oui, ce sont des diatomées qui viennent du Nebraska. Ce sont des algues. Jette un coup d'œil, Ginny. Ces spécimens proviennent de lacs. Si on pouvait obtenir l'ADN de ces échantillons, on pourrait programmer quelques expériences. Ça nous permettrait d'obtenir une séquence à partir de ces spécimens. Grâce au progrès des nouvelles technologies, Soggin a entrepris des recherches sur les gènes d'animaux divers afin de tenter de déterminer quelle espèce est à l'origine de toutes les autres. En recherchant l'origine des animaux, essentiellement d'un point de vue moléculaire évolutionniste, il est possible d'effectuer une approche hiérarchisée, à l'issue de laquelle on peut dire « je reconnais que les premiers animaux n'étaient certainement pas des vaches, des cochons ou des humains, ce devaient être des organismes beaucoup plus simples ». Dans les années 1980, Soggin se fixe un objectif stimulant, découvrir la créature à la base du royaume animal. Ces deux éponges ont l'air plutôt en forme pour cette période de l'année. À l'époque, certains scientifiques soupçonnaient déjà les éponges. Pour en avoir le cœur net, Soggin décide de chercher là où peu d'autres se sont aventurés, dans le code génétique de l'éponge. Il lui faut obtenir avant tout une image précise de l'ADN à l'intérieur des cellules. Un travail laborieux et appliqué que l'on appelle le séquençage génétique. Nous allons prélever les tissus les plus sains, qui sont aux extrémités. Les séquences génétiques correspondent au plan de construction d'un organisme. Elles définissent tout ce qu'il y a à savoir afin de générer le plan du corps ou de mettre en œuvre les métabolismes ou la physiologie. Vous disposez d'un ensemble de codes génétiques qui définissent ce que vous êtes. Mon ensemble de codes génétiques est légèrement différent du vôtre parce qu'il me définit. Ces plans sont semblables aux plans de construction d'immeubles ou de voitures, selon ce que vous avez à fabriquer. Nous pouvons comparer les plans génétiques de différentes choses. Je peux par exemple comparer le plan génétique, entre guillemets, d'une automobile à celui d'une charrette à bras. Il existe dans ces plans un minimum d'éléments communs entre ces deux véhicules qui sont pour le moins disparates. Et il est possible de faire la même chose en termes d'organismes. Soggin compare les codes génétiques des éponges avec ceux d'autres organismes. Cette simple agitation devrait suffire à désorganiser les cellules et nous permettre d'en extraire l'ADN assez facilement. Mitchell Soggin se concentre sur un gène commun aux deux organismes. Mais les gènes ne sont pas identiques et les subtilités de leurs différences seraient révélatrices. Si les gènes de deux animaux révèlent une légère variation, c'est qu'ils sont étroitement liés. En regroupant ainsi les animaux, Soggin peut constituer un arbre généalogique. Celui qui se trouve à la base de l'arbre est l'ancêtre, ou le basal. Durant de longues années, les biologistes ont soutenu que les éponges étaient basales à tous les autres animaux de l'arbre évolutif. Mais il n'existait aucun moyen sûr et objectif de l'affirmer. Il a fallu attendre l'avènement du procédé de séquençage moléculaire. Afin de pouvoir comparer les séquences génétiques, les scientifiques doivent d'abord extraire l'ADN du noyau des cellules. Le code vivant peut alors être transformé en données avant d'être analysé.
Le court instant pendant lequel l'ADN est observable à l'œil nu est un moment magique. Ces filaments délicats comportent les instructions de fabrication d'un animal et un registre fascinant sur la manière dont il a évolué. Voici la matière première de la vie, de toute la vie. La forme et l'apparence de tous les animaux dépendent de ces mêmes molécules. C'est la preuve de notre parenté avec toute chose vivante et de nos origines communes. Aujourd'hui, de puissantes machines ont pris le relais de cette tâche ardue que représente l'analyse des séquences génétiques. À présent, des dizaines d'organismes différents peuvent être comparés simultanément. Ce qui prenait des mois de travail astreignant en laboratoire est désormais accompli en une seule journée. Soggin a rapidement pu faire le tri dans la quantité d'informations génétiques obtenues. Nous choisissons les gènes dont nous pensons qu'ils sont les candidats appropriés pour l'étude et nous déterminons la séquence d'un gène précis provenant de l'éponge et le comparons au même gène que l'on trouve dans une méduse. Nous comparons ensuite ce résultat avec un gène identique issu d'une mouche, d'un poisson, d'une grenouille, d'un humain et ainsi de suite. Le code génétique est composé d'une série de 4 lettres répétées des milliers de fois. Soggin s'est concentré sur un gène en particulier afin de déterminer comment celui-ci a changé et varié dans l'ADN de différents animaux. Travaillant sur une partie spécifique du gène, il se met à rechercher ce qui pourrait lui donner une idée des mécanismes de l'évolution de la vie animale, épluchant les résultats, séquence après séquence, animal après animal. L'arbre généalogique se dévoile progressivement. À la fin de ce processus long et ardu, Soggin regarde le bas de son arbre et parvient à cette conclusion. À la base de tout le royaume animal se trouve l'éponge. Les éponges se trouvent à un moment critique dans l'évolution de formes de vie plus complexes sur cette planète. Elles sont incontestablement basales aux autres animaux. Elles viennent d'un monde unicellulaire. Ce qui est en soi une prouesse, parce qu'on peut désormais imaginer le développement d'une plus grande complexité chez les organismes. Dans notre situation précise, les éponges ont déjà semé les graines de l'évolution animale que l'on retrouve au sein de l'ensemble du monde animal. Le fait que les éponges se trouvent à la base de tous les animaux signifie d'une certaine manière qu'ils sont tous, qu'il s'agisse de leur forme ou de leur aspect, issus de la simple architecture d'un organisme. Soggin a découvert que les éponges ont transformé la nature de la vie. Là où les créatures unicellulaires s'étaient autrefois développées, l'éponge est devenue le premier animal multicellulaire doté d'un plan génétique fait pour durer. Tous les animaux sont basés sur ce même schéma. Si nous inversions la grande horloge de la vie, en condensant en une simple minute les centaines de millions de pas que constitue notre évolution, nous pourrions nous retrouver nez à nez avec le simple organisme par lequel tout a débuté. La route est longue, qui sépare le simple organisme qu'est l'éponge de la complexité sophistiquée dont nous sommes dépositaires.
Mais sans cette plateforme basique comme fondation, l'évolution n'aurait jamais engendré la multitude de créatures qui habitent notre planète. Les scientifiques commencent à déployer la vaste carte de l'Odyssée de la vie. Ils commencent à comprendre comment les créatures ont évolué pour parvenir à bouger, nager, ramper, courir, chasser, tuer, planer dans le ciel, et même à développer l'intelligence qui les pousse à essayer de donner un sens au monde qui les entoure. C'est une odyssée d'une complexité inimaginable, née d'une simple créature rivée au fond des océans. Cette saga se poursuit aujourd'hui encore. Les événements extraordinaires qui ont contribué à la fabrique de la vie continuent de se dérouler.